même pour des boîtes rentables sur le papier. D'où l'intérêt de bien le calculer et de le suivre. Absolument. Anticiper les décaissements, les encaissements, mois par mois, et s'assurer qu'on a la trésorerie ou les lignes de crédit nécessaires, c'est fondamental. Surtout au démarrage. Utiliser un tableur type Excel, c'est quasi indispensable ici pour faire varier les hypothèses facilement. Compris. Le document se termine généralement par une conclusion et des annexes. Quel est leur rôle? Alors, la conclusion, elle récapitule les points forts, le besoin en financement, partenariat, et elle redonne la vision. Les annexes, elles sont là pour appuyer, pour prouver ce qui est dit dans le document principal. Des preuves. Oui, les CV de l'équipe, l'étude de marché détaillée si on l'a, des devis importants, les statuts juridiques si c'est déjà créé, les tableaux financiers complets, des détails techniques. Ça donne de la crédibilité et ça permet au lecteur d'aller plus loin s'il veut creuser un point. Avoir un contenu solide, c'est essentiel. Mais la forme compte aussi énormément pour convaincre. Le guide insiste sur certaines qualités de rédaction, je crois. Oui, 5 points clés pour un business plan qui ait de l'impact. Premièrement, le réalisme. Des hypothèses prudentes, justifiées, pas de chiffres en l'air. Il faut montrer qu'on a conscience des risques, peut-être avec des scénarios ou des analyses de sensibilité. Ensuite, La concision. Viser environ 30 pages hors annexe. Il faut respecter le temps du lecteur, aller à l'essentiel. 30 pages, c'est pas si long pour tout ça. C'est un vrai défi. Ça oblige à synthétiser et à renvoyer vers les annexes pour les détails. L'idée, c'est que le corps principal donne une vision claire et convaincante de l'essentiel. D'accord. Troisième point. La clarté, un style direct, des phrases courtes, des graphiques lisibles, un plan évident et une présentation impeccable, pas de faute d'orthographe. La rigueur. Voilà. Quatrième point, la rigueur. Vocabulaire précis, chiffres cohérents, vérifiables, sources citées si besoin. Et enfin, cinquième point, la pertinence. Il faut adapter le discours à l'interlocuteur. Un banquier s'intéresse surtout à la capacité de remboursement. Alors qu'un investisseur? Un capital risqueur, lui, il va regarder le potentiel de croissance et la sortie possible. Donc, il faut parfois faire plusieurs versions, légèrement adaptées. Une astuce pratique qui était mentionnée pour la diffusion, c'était le teasing. Oui, c'est une approche prudente. Plutôt que d'envoyer le dossier complet avec toutes ces informations confidentielles à tout vent, on peut commencer par envoyer l'exécutif summary seul. Juste le résumé. Voilà. Et si l'intérêt est confirmé, alors on transmet le document complet et idéalement après avoir fait signer un accord de confidentialité. Logique. Et si on doit le présenter à l'oral? Le fameux pitch. Ah, ça c'est un autre exercice crucial, préparation indispensable. Les mêmes principes s'appliquent. Clarté, concision, un support visuel type PowerPoint aident souvent pertinence. Mais à l'oral, la posture compte énormément. Il faut montrer sa conviction, bien sûr, mais aussi son écoute, son ouverture aux questions, aux critiques. Faut pas être sur la défensive. On évalue l'équipe, autant que le projet. À réagir, anticiper les questions difficiles et s'entraîner, c'est vraiment la clé. Demander des avis extérieurs avant, c'est utile aussi. Pour illustrer tout ça, le guide prend un exemple concret. Euh, AutoAsia, c'est ça, hein, une entreprise fictive qui vend des voitures asiatiques et qui veut ouvrir un second point de vente. Oui, et cet exemple montre bien comment la structure s'applique concrètement. On y retrouve l'exécutif summary qui pose le projet, l'équipe de 3 amis, le besoin de 100 000 euros. Le business model explique le créneau porteur du low cost, l'offre neuf occasion, des marques chinoises comme Jiongxiong, le SAV. L'analyse stratégique cible le marché local, évalue la concurrence. Les moyens décrivent le plan marketing, l'approvisionnement qui serait mutualisé avec le premier point de vente, l'équipe de départ avec 3 salariés. La structure SARL est envisagée. Mais c'est surtout l'analyse financière qui est intéressante à regarder. Ah, les chiffres. Qu'est-ce qui ressort de cet exemple financier? On voit des prévisions de vente qui sont détaillées avec une prise en compte de la saisonnalité, la liste précise des investissements, l'agencement du local, l'outillage, etc. Le plan de financement est clair, il montre un apport conséquent des associés, 240 000 euros, ce qui vient sécuriser l'emprunt de 100 000 euros demandé à la banque. Ça, c'est rassurant. Ça montre leur engagement. Tout à fait. Les charges prévisionnelles sont estimées, loyer, personnel, publicité, et surtout, on a les états financiers prévisionnels. Un compte de résultat qui prévoit une perte la première année, ce qui est souvent réaliste, mais un bénéfice